Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Tout de suite, les titres de ce mercredi 29 juin. La campagne des primaires pour la désignation du candidat socialiste à l'élection présidentielle est lancée. Dans l'Hérault, les soutiens à François Hollande et Martine Aubry se comptent et marquent leur territoire. Après des vacances bien méritées, les joueurs du MHSC ont retrouvé aujourd'hui le pelouse du domaine de Gramont. Olivier Brachard était là pour suivre cette reprise sous les yeux d'un Louis Nicolin impatient. Enfin, nous retrouverons Jean Kahn et Louis Tolleron pour leur journal du Printemps des comédiens, l'avant-dernier de la série. Mais je vous propose de commencer ce journal par la bonne nouvelle du jour. En milieu d'après-midi, Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, a interrompu la traditionnelle séance des questions du mercredi pour annoncer la libération de nos confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, après 546 jours de détention. Je vous propose de l'écouter. Les deux journalistes de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, seraient libérés. Alors cette information mise au conditionnel par le président de l'Assemblée nationale a été confirmée par le Premier ministre. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean. Vous êtes vice-président du Club de la Presse, journaliste à TV Sud. Vous vous êtes fortement mobilisé à travers le Club de la Presse pour demander la libération de nos deux confrères. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette libération? Qu'est-ce que vous savez pour l'instant? On sait peu de choses sur les conditions même de la libération. Ce qu'on sait maintenant, c'est que Stéphane et Hervé sont en bonne santé. Ils ont été vus par des journalistes en Afghanistan avant de prendre l'avion qui va les mener demain matin. Ils devraient arriver demain matin sur l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris. Donc ils vont bien. Alors, il y a toujours le problème de l'état psychologique, on en saura un petit peu plus. Sur les conditions, le gouvernement français ne s'est pas trop étalé pour le moment sur les conditions de la libération. A priori, il n'y aurait pas eu d'opération de force. Ils ont été remis aux autorités françaises. Ils n'ont pas été libérés par la force, a priori. Ce serait l'aboutissement d'une négociation. A priori, effectivement, c'est l'aboutissement d'une négociation qui aura donc duré 18 mois. On commémorait en tout cas les 18 mois aujourd'hui à la détention de Stéphane et Hervé. Et c'est donc un énorme soulagement, vous le disiez, le Club de la Presse, mais aussi le comité de soutien, Reporters sans frontières, et puis bien sûr France 3. On s'est tous beaucoup mobilisés pour demander, pour hurler même parfois au gouvernement, demander la libération de Stéphane et Hervé. Donc c'est un énorme soulagement. Il y a eu des commémorations, on a marqué les centaines, 100 jours, 200, 300, les derniers c'était 500 jours. C'est là que ça devient inquiétant, c'est quand on commence à compter les en centaines. Avant de poursuivre, 500, oui. Moi ce que je vous propose c'est aussi d'écouter les réactions des parents de Stéphane Taponnier. Je pars tout à l'heure à Paris, demain je vais rencontrer mon frère. Le plus vite possible, je vais essayer de le cacher un petit peu, l'amener par ici, aller à la plage, boire un peu de rosé, s'amuser un petit peu. Voilà ce qu'on va faire. Pas encore. Ça reste là pour l'instant. Mais demain, ça sera mieux. Je sais pas. On verra ça demain matin. Alors c'est certain, petit à petit les infos vont arriver, on va en savoir plus sur les conditions de cette libération. Mais il y a quelques semaines, vous aviez organisé un fort moment de soutien, notamment avec l'association des Afghans de Montpellier. Et à cette époque-là, les nouvelles étaient vraiment pas bonnes. Stéphane et Thierry étaient retenus, Hervé et Stéphane étaient retenus dans une vallée la vallée de la Capissa, qui est très retirée, qui est connue pour être une zone tribale très sensible. On savait qu'il fallait que cette libération elle intervienne vite parce que l'Afghanistan est au bord de la guerre civile. Les signes effectivement n'étaient pas très bons. Il y a eu aussi la mort de Ben Laden qui a fait peur un petit peu à tous les gens qui suivaient un petit peu cette détention. Et puis effectivement, on nous avait parlé d'un transfert des otages dans une zone qui était encore plus difficile d'accès. Donc tous les signes tous les clignotants étaient au rouge. On avait cette dernière preuve de vie qui remontait au mois de novembre, 6 mois, c'est énorme, à la fois pour les familles, effectivement, et puis pour les différents comités de soutien. Mais bon, tout le monde a tenu, il y a ces banderoles qui ont été continuées, qu'on a continué à installer sur les bâtiments publics, avec le soutien des collectivités. Alors, justement, à Montpellier, il y a une collectivité et surtout il y a une personne qui s'est pas mal impliquée auprès des comités de soutien en général, c'est Hélène Mandrou et la ville de Montpellier. Comment ça a été le premier soutien, là. Pourquoi
quoi, comment? Les collectivités, effectivement, ont été sollicitées, soit par le club, soit par le comité de soutien, soit par Reporters sans frontières, depuis le début. Alors effectivement, la ville de Montpellier a été la première à répondre, favorablement, à mettre une banderole, effectivement, sur la mairie. Il y a aussi une banderole sur la place de la Comédie, puis un énorme portrait de nos deux confrères sur les arches d'Antigone. Mais ça sert à quoi, ça? Parce qu'ils ne le voient pas. C'est très difficile. Quel sens ça a, en fait? La portée, les gens, hein. La portée, c'est la portée médiatique, parce qu'effectivement, quand on installe ces banderoles, quand on communique dessus, on espère effectivement toucher les politiques, toucher le gouvernement français, qui a été plusieurs fois pris à partie, y compris par nous-mêmes, pour que ça aboutisse, pour que ces négociations que l'on savait en route aboutissent le plus vite possible. Puis on a eu le soutien des collectivités, du monde économique aussi, de la CCI, on a eu le soutien des avocats, du monde judiciaire. Tout le monde à Montpellier était particulièrement mobilisé. On savait effectivement que Stéphane, la famille de Stéphane était originaire d'ici, que Stéphane Taponnier lui-même a travaillé ici, que son frère est de Montpellier, on l'a vu tout à l'heure en interview. Donc il y avait effectivement un engouement particulier à Montpellier. Ce que je vous propose, c'est d'écouter la première réaction d'Hélène Mandroux. Ma première réaction, c'est une réaction, effectivement, moi je me félicite et je pense que tout le monde aujourd'hui, en France, tout le monde est très heureux d'apprendre cette libération de Stéphane et d'Hervé. Montpellier d'autant plus que vous savez que nous avons été la première mairie de France à mettre les noms d'Hervé et de Stéphane sur le fronton de l'hôtel de ville. Stéphane, la famille de Stéphane, effectivement, est une famille qui vit ici à Montpellier et dans le département. Donc personnellement, moi je me réjouis totalement de cette libération. Olivier, on sait qu'ils vont atterrir normalement demain matin à 8h à la base militaire de Villacoublay. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'est pas libéré comme ça. Non, ils risquent effectivement, d'abord ils vont être examinés par des médecins, j'imagine, pour voir un peu où ils en sont au niveau de leur état de santé. Probablement débriefés aussi par les autorités françaises, un minimum. Et puis après, ils seront, je pense, sollicités par beaucoup de médias. Alors on les attend avec impatience à Montpellier pour faire la fête avec eux, évidemment. Et puis nous, ici, progressivement, on va décrocher petit à petit les portraits sur les différents bâtiments, mais en tout cas, on espère rapidement les voir à Montpellier. Justement, les différents soutiens avaient édité un bracelet qu'on garde pour y penser. Il n'a plus lieu d'être, donc voilà. On va pouvoir l'enlever et se dire que maintenant, on peut se dire que c'est à l'apéritif qu'on boira avec eux. Merci Olivier. Merci. La suite de l'actualité, ça y est, c'est parti pour les primaires du PS. Les candidats ont jusqu'au mois d'octobre pour faire campagne. Dans l'Hérault, l'équation est complexe entre exclus du parti et membres de la direction collégiale. Mardi soir, Christian Bourquin et Robert Navarro, tous deux exclus, tenaient meeting à Clermont-Lérault pour affirmer leur soutien à François Hollande. Quand on est un peu malin, on tourne la page. Et comment voulez-vous avoir la capacité de diriger la France alors que vous vous embourbez dans un petit problème? Le ton est donné au moment où s'engage la bataille des primaires au PS. Hier soir, les exclus des régionales donnaient de la voix à Clermont-Lérault devant 200 militants chauffés à blanc. Le président de région, Christian Bourquin, et son premier vice-président, Robert Navarro, avaient décidé de passer à l'offensive le jour de la déclaration de candidature de leur meilleur ennemi au PS, Martine Aubry. On n'a pas la prétention à vouloir faire de l'ombre au lancement médiatique de la campagne de Mme Aubry. Oh, c'est pas que j'aime la vengeance, mais c'est pas sérieux. Quand on a la prétention de vouloir diriger la France, on ne se comporte pas comme elle s'est comportée vis-à-vis de l'Hérault, vis-à-vis du Languedoc-Roussillon, à montrer du doigt. Bref, elle n'est pas qualifiée pour cela. Et pour les exclus, le candidat idéal, c'est François Hollande, un candidat multiplus, plus humain, plus sympathique, plus compétent, plus courageux, et au final apte à ramener au bercail les brebis sacrifiées. François Hollande m'a dit ce soir qu'il était prêt à construire avec moi, avec vous, avec tout ce qu'il voudrait, un chemin dans lequel le Languedoc-Roussillon n'aurait rien à regretter. Au contraire. Si François ne gagne pas, vous savez ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans. Je ne vous fais pas de dessin pour la suite. Et le rassemblement, c'est bien ce qui pose problème. Depuis 15 mois, la Fédération socialiste de l'Hérault est toujours sous tutelle, managée par une direction collégiale, ce qui ne convient évidemment pas à l'ancien homme fort du PS héroltais, Robert Navarro. Il parle en permanence d'unité de rassemblement.
Et au niveau de la démarche au quotidien, ils pratiquent le contraire. Donc la direction actuelle du parti n'est pas qualifiée à mes yeux pour donner des leçons dans ces domaines-là. Voilà pourquoi moi, mon soutien au niveau des pratiques, en concordance avec le discours, va plein et entier avec tous mes amis derrière François Hollande. La guerre des primaires est donc déclarée et comme à chaque combat, il peut y avoir des dégâts collatéraux. Et la cible à ce moment-là, c'est Arnaud Montebourg. J'ai vu des rigolos dans la vie politique, mais celui-là, alors là, j'ai un passif avec lui. Par 2 fois, il est venu faire une conférence de presse à Perpignan, alors que j'étais président du Conseil général, pour démontrer que j'étais un mauvais président. Et les primaires au PS auront lieu en octobre. D'ici là, les ventes de gilets pare-balles risquent d'exploser dans l'Hérault. Le président et le vice-président de la région voteront donc François Hollande. De leur côté, André Vézinet et Hélène Mandroux ont conservé leur ligne en annonçant leur intention de soutenir la secrétaire nationale Martine Aubry. Pourquoi je suis derrière Madame Aubry et non pas derrière Monsieur Hollande? Parce que je considère que François Hollande, quand il était premier secrétaire national du Parti Socialiste, à ce moment-là, il aurait dû dire qu'il était candidat. Et pourquoi je suis derrière Madame Aubry, en dehors des valeurs communes que nous partageons? Madame Aubry, effectivement, a su remettre le parti en ordre de marche. Elle a su préparer un programme qui est le tronc commun de tous les candidats qui sont candidats à la primaire. Et c'est pour ça que je suis derrière Madame Aubry. Aujourd'hui, cette candidature a tellement de qualités qu'elle ne peut pas être interprétée comme une candidature par défaut. Elle est une candidature d'un parti qui est un parti de rassemblement, qui veut rassembler et qui le fait sur des idées très claires, affirmées. Une crèche itinérante pour garder les enfants. C'est le concept Babycar installé dans le quartier des Cévennes. Le Babycar accompagne les familles pour la prise en charge de leurs enfants dans une meilleure insertion sociale et un prix minime. Regardez le reportage de Sarela Torres et Louis Monziès. Voici le Babycar. Non, il ne s'agit pas de cette voiturette verte, mais de ce camion. Mis en place depuis septembre 2010 dans le quartier Les Cévennes, cette crèche itinérante prend en charge les enfants jusqu'à 4 ans. Cela permet ainsi aux mamans de prendre des cours d'alphabétisation dans les maisons pour tous. Depuis presque 1 an, c'est une trentaine de mamans avec leurs enfants qui sont concernées par ce dispositif. On correspond véritablement à un besoin. On répond effectivement à le besoin de mamans qui sont sur site et qui ont besoin de déposer leurs enfants. Il y a quand même aussi une assez forte demande. La seule difficulté qu'on a eue pendant ces mois derniers, c'est qu'on n'a pas pu bénéficier de locaux sur les maisons pour tous, sur 2 demi-journées, ce qui bien sûr a créé un dysfonctionnement et un manque d'activité et n'a pas répondu aussi aux attentes des familles, ce qui est regrettable. Regrettable, d'autant plus que les mamans en tirent un réel avantage et apprécient de prendre un peu de temps pour elles. C'est important pour nous parce que sans Babycar, on reste à la maison parce que il y a mardi après-midi et vendredi matin. Et ça aide à faire les progrès. Parler un peu français parce que j'ai du mal à parler bien français. Si ce projet a été instauré par l'association Mas des Moulins, c'est par un partenariat entre la ville, la CAF et le Conseil général de l'Hérault qu'il est financé. La réussite de ce système pousse alors la ville à en souhaiter davantage. Vous savez, je pense que tous les quartiers de la ville maintenant ont un taux de précarité important et ça serait bien d'en avoir partout parce que nous avons des maisons pour tous quand même dans tous les quartiers. Et ça serait bien qu'il y ait un Babycar aussi un peu partout. Un prix abordable, entre 20 et 30 centimes de l'heure, pour une prise en charge complète de l'enfant. Actuellement, le Babycar est présent aux Maisons pour tous François Villon et Fanfan Guilherme. De nouveaux lieux sont à l'étude pour la rentrée prochaine. Les enfants quitteront l'école dans 2 jours pour des vacances bien méritées. Du côté du foot, en revanche, c'est la reprise. Le groupe de René Girard a retrouvé le domaine de Gramont sous le regard averti d'Olivier Brachard. Après un mois de vacances, le MHSC rempile pour une nouvelle saison, avec des espoirs, mais surtout des incertitudes sur la composition de son groupe et sur ce fameux poste de défenseur central. Emir Spahic d'abord, partira pas? On a eu une offre ferme du Qatar, on n'a pas eu d'autres offres fermes. Mapou Yangabiwa, lui, est bien là pour la reprise. Lille a déjà investi dans 2 défenseurs centraux et le MHSC ne veut pas brader son jeune prodige. À part Mapou Yangabiwa, où ils nous donnaient 2 saucisses plus un saucisson, les Lillois,
Ça m'a fait doucement rigoler. Ils ont payé beaucoup plus cher. Bouzac, comment il s'appelle celui-là? Autre dossier moins prioritaire, un attaquant, Sikabzé, trouvé preneur ailleurs. La rumeur Gignac inspire le président Nicolin. Maintenant, si Marseille veut nous le donner gratuit, alors vraiment, on ne va pas le laisser jouer en CFA quand même. Hein, enfin, faut pas croire au Jésus soviétique quand même. Hein. Et Gignac, j'ai vu qu'il n'était pas si cher que ça. Hein. Parce que quand tu mets toutes les crêpes qu'on a associées, là, 5 ou 6, tu te payes Gignac. Hein. Une chose est sûre, avec plus de 30 joueurs, le MHSC doit dégraisser son effectif d'ici la reprise le 6 août prochain à la Mosson face à Auxerre. Et puis notez que le mercato, le marché des transferts, fermera à la fin du mois d'août. Le printemps des comédiens touche à sa fin, lui. Jean Kahn et Louis Tolleron nous emmènent à la découverte d'État civil, une pièce d'Antonio Lobo Antunes, jouée par les jeunes comédiens de l'École supérieure d'art dramatique de Montpellier. Mais en régie, on me dit que l'on a perdu Jean Kahn. Jean Kahn, où êtes-vous? Vous pouvez répéter la question? Où suis-je? Eh bien, je suis carrément au Théâtre d'Eau. Le Théâtre d'Eau qui, on va finir ici le printemps des comédiens, puisqu'on a 2 beaux rendez-vous encore. Le premier, eh bien, c'est l'état civil de grands metteurs en scène, vous allez voir, puisqu'on a une belle rencontre avec Georges Lavaudan. État civil, un beau moment avec les étudiants qui nous proposent cette pièce. Et on finira avec la flûte enchantée de Mozart et Peter Brooks. Voici les derniers programmes du printemps des comédiens, les magiciens, les nanana. Antunes, on dit comme ça Antunes? Oui, je crois, je suis pas un spécialiste du portugais. Prénom Antonio Lobo, sexe masculin, pays c'est le Portugal. Oui. Signe particulier, vous diriez quoi? Un des plus grands écrivains contemporains. Sincèrement, je pense du fond du cœur, c'est un des 6 ou 7 plus grands écrivains actuels. Il aurait mérité d'avoir le prix Nobel. Bon, on sait que le Nobel, c'est toujours difficile, mais c'est quelqu'un d'une sensibilité, d'une intelligence prodigieuse. Alors, c'est pour ça que vous l'avez choisi, ou c'est parce que justement, on ne le connaît pas et il a fallu le remettre à sa place peut-être? Voilà, c'est exactement ça. C'est surtout parce qu'on ne le connaît pas, donc c'est une littérature minorée. Et pour vous alors, mettre en scène comme ça avec ces élèves de l'école supérieure de Montpellier, comment ça... ça se passe? Au contraire, c'était une chance unique parce que je pense que peut-être avec des professionnels, non pas que ça aurait été plus compliqué, mais eux ignoraient tout. Donc on s'est lancé dans le bain en quelque sorte de manière complètement naïve et c'est peut-être pour ça qu'on a accroché 2-3 petites choses sensibles. Ça a été formidable parce que j'avais à ma disposition une espèce de page vierge, si vous voulez, et avec eux, très simplement, on a essayé de faire entendre quelque chose de son écriture. Alors il y a une autre histoire dans l'histoire, c'est qu'en décembre, un certain Gabriel. Oui, Gabi Monet, je lui avais demandé, parce que je sais qu'il aimait beaucoup, effectivement, Lobo Antunes. Lorsqu'il faisait des petits récitals dans les villages, il disait du René Char, il disait d'autres poètes, d'autres écrivains, mais il lui était arrivé de dire du Lobo Antunes. Et quand j'ai su que je ferais ce travail, tout de suite, je suis allé voir Gabi, je lui ai dit, écoute, ça sera pas trop compliqué, tu pourras lire le texte, et puis tu viendras avec nous, tu seras au milieu des jeunes gens. Et il avait accepté très très gentiment. Et donc on entend, puisque par un fait de hasard, il était un petit peu fatigué, mais 2 jours avant qu'il meure, je lui avais demandé, mais pas du tout, bien évidemment, jamais je n'aurais pu imaginer la chose, mais parce qu'à un moment, je voulais qu'on entende sa voix off, je lui avais demandé d'enregistrer une des lettres d'amour de Lobo Antunes. Et puis ce qu'on ne sait pas, et qui est peut-être encore beaucoup plus émouvant, c'est que chaque fois qu'on entend le piano dans la pièce, cette espèce de petit air de piano, c'est lui qui l'a joué aussi, et c'est lui qui l'a enregistré. Et il y a une superbe scène avec une mariée, et son portrait. Et son portrait, oui, qui est un hommage, parce que bon, de toute façon, il nous quittera jamais. Ma fille, ma mère, mon épouse, ma princesse aristocratique, ma petite chinoise, mon conte de fées, mon Ariane, mon héroïne de... La mienne n'est pas tellement enchantée, mais vous allez être enchanté d'aller rejoindre cette flûte qui termine également le printemps des comédiens. Wolfgang Amadeus Mozart, Peter Brook, la flûte enchantée.
voir les comédiens, voir les magiciens, voir les musiciens qui arrivent. Salut à tous. Et voilà, donc on se retrouve dans quelques jours pour le bilan du Printemps des comédiens. C'était avec Louis Fine. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'information principale de ce journal, la libération de nos deux confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière. Une bonne nouvelle, mais n'oublions pas les autres otages français toujours détenus à travers le monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info demain à 12h30. Je vous souhaite une bonne soirée sur TV Sud.